Bienvenue dans Enquête de région. On est ensemble pendant 52 minutes. Centre-ville, centre-bourg. Le rebond, c'est la question que nous posons aujourd'hui pour cette émission que nous débutons bien sûr avec notre premier invité. Merci David Lestou d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes sociologue, urbaniste. Vous avez créé l'agence LA, L-A avec un point d'exclamation. Exactement. Installée à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Vous conseillez de nombreuses villes sur leur aménagement futur. Vous êtes le grand spécialiste en France de la politique de la ville, on peut le dire. On vous doit notamment le rapport qui a initié le plan Action Cœur de Ville. Plusieurs milliards d'euros mobilisés sur 4 ans et qui concerne de nombreuses villes en France. Et vous êtes l'auteur de ce livre, on va le voir, la couverture de votre livre, préparé aujourd'hui le centre-ville de demain, l'adapter aux nouveaux usages. Avant de proposer le premier reportage, je voudrais qu'on plante un peu le décor. On a pendant longtemps parlé de la France des ronds-points, des centres commerciaux, des lotissements. Est-ce que c'est une page qui est en train de se tourner aujourd'hui? Est-ce que les centres-villes, les centres-bourgs vont redevenir à la mode? Je pense que la décennie qui s'ouvre là est certainement et sera certainement la décennie la plus favorable au centre-ville depuis peut-être l'après-guerre. Alors c'est vrai qu'on a construit une France de ronds-points, c'est une longue histoire de la périphérisation parce que en France, et c'est un vrai particularisme français, si on se compare à nos voisins anglais, nos voisins allemands, nos voisins italiens, on n'a pas du tout cette logique de périphérisation. Et la France, on a cette logique d'hyper-déplacement et surtout de recherche coûte que coûte de la praticité. Et donc la France des ronds-points est une France qu'on a voulu pratique, avec toujours ce que j'entends à longueur de journée, mais vous savez, nos parkings, nos business, et considérant que c'était effectivement l'alpha et l'oméga du commerce, on a construit le commerce plutôt sur les extérieurs des villes. Mais le commerce n'a fait que suivre aussi l'étalement de l'habitat. Mais pour beaucoup d'élus aussi, c'était une ambition, un défi, avoir son centre commercial, avoir ses ronds-points et avoir ses lotissements. C'était l'alpha et l'oméga d'une politique municipale, souvent. Effectivement, c'était un marqueur d'une réussite, d'une urbanisation réussie. Mais parce qu'aussi, on a une France des déplacements. C'est-à-dire que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'emploi ne cesse d'augmenter. Malgré, effectivement, les inputs que l'on a pour réduire les déplacements, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, automatiquement, le commerce, il s'est construit le long de ces flux-là. Et puis, la vie s'est construite le long de ces flux-là. Et puis, on voit aussi, et on a vu des maisons médicales, des sièges d'intercommunalité suivre ce même mouvement périphérique, finalement. Voilà, retour sur le plateau d'Enquête de région. Dinan, une ville à découvrir, à redécouvrir. J'en profite pour rappeler l'événement important qui a lieu chaque été là-bas. C'est la fête des remparts qui célébrera cette année. C'est 40 ans. Ce sera le 22 et 23 juillet prochain, une occasion pour redécouvrir cette charmante cité médiévale que l'on pourrait comparer aussi à Lamballe, parce que là aussi, une ville que vous connaissez bien, une commune que vous connaissez bien, le commerce se porte bien. Et puis, à quelques kilomètres, il y a la grande voisine, Saint-Brieuc, où là, pendant des années, il y a une sorte d'apathie commerciale. Pourquoi, comme ça, la greffe prend dans certaines villes et pas d'autres? Je crois que sur les deux villes, par exemple, de Dinan et de Lamballe, mais on pourrait rajouter Lorient, où on travaille actuellement, il y a des choix stratégiques qui ont été faits et des positions très volontaristes. L'exemple de Dinan, il y a un plan local d'urbanisme intercommunal qui régule la question des commerces, des petits commerces sur les ronds-points, justement, et sur les entrées de ville. Lamballe, de la même manière, il y a une position très, très volontariste. Et donc, dès le départ, il y a eu une réflexion sur la place que l'on souhaite que le centre-ville joue dans l'armature de la ville. Ça, c'est un premier élément. Et puis, si on prend l'exemple de Dinan, Dinan, ce n'est pas une ville où on stationne facilement. Mais c'est une ville qui a misé sur son identité, sur sa fonction patrimoniale. Et c'est finalement une ville, ce que j'appelle, moi, un centre-ville plus exactement affectif. Je crois que les centres-villes qui fonctionneront demain, ce seront les centres-villes affectifs, ceux qui sauront tisser un lien de proximité, un lien de convivialité. Et peut-être que pendant des années, à Saint-Brieuc, vous prenez cet exemple-là, cette notion d'affectif n'a pas été suffisamment travaillée. Et puis peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment non plus d'organisation, de vision commune. Mais je sais que ça change actuellement, justement. Alors justement, est-ce qu'il y a vous conseillez de nombreuses villes, de nombreuses communes, de nombreux maires. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Est-ce qu'il y a des passages incontournables? Par exemple, prendre un manager de centre-ville, ça c'est devenu incontournable aujourd'hui, par exemple? Le manager de centre-ville, il est efficace s'il y a une stratégie de centre-ville. Donc déjà, le premier sujet, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut faire du centre-ville. Et un centre-ville, ça se travaille sur 4 fonctions. C'est-à-dire que ça se travaille sur une fonction économique, effectivement. Il faut qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait de l'économie, des gens qui y travaillent, alors qu'on note une périphérisation des emplois aussi sur les entrées de ville, sur les villes moyennes. Il faut qu'il y ait une politique d'habitat, parce qu'effectivement, l'étalement urbain fait que, pendant très longtemps, dans les villes moyennes, on venait vivre dans le cœur de ville par défaut et non par choix. L'enjeu, c'est justement d'avoir une politique sur la désirabilité de l'habitat qui attire des habitants. Lorsque j'ai rédigé le rapport national sur les centres-villes, on a fait un constat dès le départ. C'est que la population, le profil de la population vivant dans les centres-villes des villes moyennes était à peu près le même profil que les populations
vivant dans les quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire une même paupérisation, une même dépendance aux revenus sociaux et les mêmes fragilités qui nécessitent un gros accompagnement social. Donc un enjeu sur l'habitat. Donc il faut, excusez-moi, oui. réembourgeoiser un peu les centres-villes. Il faut... Je ne sais pas si c'est un peu politiquement incorrect de dire ça, mais... Effectivement, on a souvent parlé de la gentrification des cœurs de métropole. Par contre, dans les villes moyennes, on a eu exactement le phénomène inverse. Donc, comme partout, il faut travailler cette question de diversité des publics. Et dans les cœurs de ville des villes moyennes, on avait cette problématique-là. Donc, un enjeu de désirabilité de l'habitat essentiel. Et puis, la notion du service, troisième fonction, les services publics, les services médicaux, qui ont connu un glissement vers les périphéries. Et je pense que les services médicaux seront les aimants de demain. Là où il y aura du médical, il y aura du flux. Et là, il y aura du flux, il y aura du commerce. Et puis, quatrième fonction, c'est la fonction identité. Celle qui fait qu'on a envie de venir boire un verre en terrasse. Je crois beaucoup à cette notion de convivialité. On va en parler tout à l'heure. Mais juste sur les pas de porte qui restent vides, sur ces commerces qui restent vides, on en a vu beaucoup à Saint-Brieuc. Est-ce que les municipalités ont des moyens d'action? Je ne sais pas, taxer les friches commerciales, créer des outils fonciers. Est-ce qu'ils ont les moyens, des leviers aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux outils. Vous voyez, j'étais en début de semaine là, en échange, en tiré bilan d'une stratégie sur la ville de Lorient. Le taux de vacances du centre-ville de Lorient est passé en 5 ans de 12-13% à 3,5%. 3,5%. Il y a eu des démarches volontaristes d'aménagement de l'espace public qui ont été engagées depuis plusieurs mandats. Mais il y a eu aussi dans le schéma de cohérence territoriale des règles qui disent que les commerces de moins de 300 mètres carrés, les petits commerces, n'ont pas le droit de s'implanter en dehors des centres-villes et des centres-bourgs. Donc ça, c'est déjà avoir une stratégie et des règles. Parce que sans règles, il y a de la périphérisation. Et puis, deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on a fixé ce cadre-là, oui, là, ça vaut le coup de faire du portage foncier de cellules commerciales pour proposer des cellules commerciales à loyer plus bas. Parce qu'il y a une question d'inflation des loyers qui est présente. Et puis la taxation sur les locaux commerciaux vacants, c'est un outil, mais seul, il n'a aucune efficacité. S'il n'y a pas de maîtrise de ce qu'on veut faire en périphérie, il n'y aura jamais d'efficacité de ce dispositif-là. Un mot sur les commerçants, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'animation commerciale d'une ville. En préparant l'émission, vous parliez des horaires d'ouverture aussi des commerces. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a un chiffre intéressant. Seulement 22% du taux d'ouverture des commerces de centre-ville correspond au temps disponible pour consommer. On a l'impression qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce que proposent les commerçants et ce que souhaitent les consommateurs. Effectivement, c'est ce que je dis aux commerçants régulièrement. Les horaires d'ouverture des commerces n'ont pas changé depuis les années 70. On est à peu près toujours sur la même typologie, alors que les modes de vie ont complètement changé. Et effectivement, il y a aujourd'hui une déconnexion entre temps d'ouverture et temps disponible des actifs. Lorsqu'il n'y avait pas Internet, ce n'était pas une difficulté. Le consommateur allait faire l'effort de s'adapter aux horaires du commerce. Mais maintenant, avec le e-commerce... Avec le e-commerce, on a une offre colossale. Donc, il y a un enjeu de travailler sur... Donc, c'est quoi ouvrir plus tard un magasin, le fermer... ouvrir plus tard le matin et le fermer plus tard le soir, par exemple? Ça peut être des sujets. Tout dépend de la typologie. Sur une ville résidentielle où les actifs partent travailler à l'extérieur, l'ouverture tôt le matin peut être pertinente, mais l'ouverture en milieu d'après-midi n'a aucune pertinence. Par contre, c'est essentiel d'ouvrir entre 17h et 20h. Je rappelle quand même que 70% des achats alimentaires des Français sont réalisés entre 17h et 20h. Donc lorsque je travaille avec des commerçants de l'alimentaire, c'est souvent un discours que je leur tiens. Ok, c'est bien d'avoir une boutique ouverte, nickel, très propre le matin, mais l'enjeu, c'est de faire du business le soir. Donc il faut qu'il y ait une réflexion par rapport à cette notion des temps, mais c'est vrai pour le commerce. Mais c'est vrai pour les équipements publics qui sont en cœur de ville. On a la même réflexion à avoir aussi. Alors, je vous propose de faire à présent un focus sur la question des parkings. Un grand problème souvent évoqué pendant les campagnes des municipales. On a longtemps justement lié le dynamisme d'une ville à son potentiel de stationnement. On va encore parler de Saint-Brieuc qui en a fait une priorité ces dernières années. La ville est d'ailleurs championne du nombre de places de stationnement par habitant. Mais ce qui pourrait se présenter pour comme un jackpot pour la ville s'avère aujourd'hui un peu un boulet pour ses finances. La nouvelle municipalité tente depuis le début de son mandat de corriger le tir. Mais est-ce que cela fonctionne? Et est-ce que les Brieuchins s'y retrouvent? Quelques éléments de réponse avec ce reportage signé Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Le stationnement, le casse-tête pour de nombreuses municipalités. Si je vous dis no parking, no business, no future, vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu un consommateur dire « je viens dans un lieu commercial, X ou Y, pourtant ça ne correspond pas du tout à mes attentes, c'est pas agréable, c'est pas convivial, par contre je viens parce qu'il y a du stationnement ». Non, on vient parce qu'il y a de l'attractivité. Je pense qu'on parle trop de la question des parkings dans l'aménagement des cœurs de ville
Et ça fait qu'on reste focalisé sur des enjeux de centre-ville pratiques, alors qu'il faut qu'on construise des centres-villes affectifs. Donc il faut du stationnement, bien évidemment. Il faut éduquer... Non, le stationnement est la conséquence. Ouais. Le stationnement est la conséquence d'une politique d'attractivité. Mais vous avez vu, là, il y a des habitants qui comptent à la demi-heure près aussi. Voilà, si on n'en propose pas du stationnement gratuit, ils ne viennent pas. Il faut du stationnement surtout adapté aux temporalités d'achat. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le payant ou pas payant, je ne sais pas si c'est la bonne solution. La question, c'est quelle rotation combien de temps je reste dans le centre-ville? Là, repartons sur les usages pour bien comprendre. Et puis, la place de la voiture qui est évoquée dans le sujet, il faut aussi la regarder peut-être différemment la semaine du week-end. Moi, je suis pour un urbanisme réversible, un stationnement réversible. Peut-être que la place de la Résistance... Des places payantes de la semaine deviennent gratuites le week-end. Ou peut-être des espaces de parking deviennent des espaces d'animation le week-end. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir d'autres utilisations par rapport à cela. Et donc, cette question du stationnement, il faut vraiment la regarder par rapport aux usages, par rapport aux temporalités dans la semaine. Et puis, il faut aussi le regarder en se disant que ce n'est pas parce que tout sera gratuit que ça fonctionnera mieux. Moi, j'ai l'exemple d'une commune vendéenne qu'on avait accompagnée où une promesse qui avait été faite dans une campagne électorale il y a de longues années était de mettre le stationnement gratuit. Ça a été fait un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, 4 week-ends. Et les premiers demandeurs à revenir à un stationnement régulé ont été les commerçants, en disant effectivement, on a bloqué le stationnement, il n'y a pas de rotation et donc nos clients ne peuvent pas se stationner. Donc il faut trouver le juste équilibre par rapport à ça, mais surtout, ne travaillons bien le stationnement comme une conséquence des politiques d'attractivité. Il nous reste quelques minutes avant la fin de votre interview, David Lestou. Je voudrais qu'on plante un peu on dessine un peu les contours de la ville du futur. Est-ce que c'est une ville finalement où on ne viendra pas forcément faire des achats ? Parce que c'est aujourd'hui un peu ça le cas aujourd'hui. On vient en centre-ville pour acheter, pour consommer. Ouais. Je pense que l'acte d'achat sera différent. D'ailleurs, quand je regarde les trajectoires d'évolution du nombre de commerces dans les collectivités et dans les villes sur lesquelles on travaille, dans les centres-villes, depuis 5 ans, plus 20-25% de cafés et de restaurants, et moins 10, 12, voire 15% de commerces d'équipement de la personne. Donc il y a un changement, parce que le digital est passé par là. Et donc tout l'enjeu d'un centre-ville, ça va être de proposer une expérience client qui va inviter finalement le consommateur à sortir de son canapé pour aller en cœur de ville. Et si le consommateur va en cœur de ville pour se balader, parce qu'il y a des espaces pour les enfants, parce qu'on peut boire un verre en terrasse de manière agréable, ou parce que je vais aussi profiter des services et des services médicaux, eh bien là, le commerce fonctionnera. Donc il faut vraiment avoir cette logique de se dire que là où le commerce était le moteur de fréquentation d'un centre-ville, c'est bien sur les facteurs de commercialité qu'il va falloir travailler en priorité pour que le commerce trouve un second souffle. Ça veut dire que l'esthétique aussi des centres-villes va être très très importante. Il va falloir donner envie de venir en centre-ville. Exactement. C'est cette notion d'identité. Parce que derrière, quand on regarde les changements sociologiques, et c'est ça qu'il faut regarder, je pense qu'il y a 2 changements sociologiques majeurs. En Bretagne, on aura 40% de la population qui aura plus de 60 ans en 2030, dont la moitié plus de 80 ans et dont la moitié de plus de 90 ans. Donc il faut aussi un espace public qui satisfasse les seniors. Deuxième sujet, on a la génération Z, toutes celles et ceux qui sont nés après 1996, qui ont une relation au centre-ville très différente de nos générations. Il y a un vrai besoin, une vraie attente de centre-ville parce que c'est un lieu de convivialité. Ça ne sera peut-être pas un lieu d'achat prioritaire, mais ça sera un lieu de convivialité. Et puis cette génération Z, c'est la première génération qui a moins le permis de conduire que la génération précédente. Et ça change. On est vraiment dans la fin du tout voiture. On est dans la fin du tout voiture. Et dans le début d'autre chose. Et je pense, et c'est pour ça que tout à l'heure en introduction, je vous disais que les centres-villes sont certainement là face à une décennie, on va dire très favorable en termes de développement, à condition que le centre-ville soit durable, affectif, digital. Il faudra aussi que le centre-ville et le commerce fassent leur mue digital en particulier. Oui, parce que le e-commerce n'est pas forcément l'ennemi du commerce. Le e-commerce, ce n'est pas obligatoirement acheter en ligne. Il faut qu'on prenne le digital dans l'ensemble de ses composantes, du commerce présent sur Instagram, du commerce présent sur TikTok. Effectivement, ça fait partie de la nouvelle relation au consommateur aussi à imaginer pour la génération Z, mais les seniors que nous serons peut-être dans quelques années n'auront pas oublié leurs réflexes digitaux. Donc il faudra aussi qu'on travaille sur cette notion-là. Merci beaucoup, David Lestou, de nous avoir éclairé sur l'avenir de nos villes.